Les images diffusées en boucle cet été de milliers de réfugiés en quête de nourriture au Kenya ont été un déclic de plus chez lui, mais Klaus Töpfer avait de toute façon trouvé son credo depuis longtemps. L'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, qui fut aussi directeur exécutif du programme des Nations Unies, est un expert en matière d'environnement notamment. Interview. Monsieur Töpfer, je ne vous apprendrai rien en rappelant que toutes les 3 ou 4 secondes, un être humain meurt de faim quelque part dans le monde. Un peu plus tôt cette année, vous avez sévèrement critiqué la spéculation alimentaire en invoquant, et c'est le plus étonnant, non pas des raisons humanitaires mais de sécurité mondiale. Éclairez-nous. Je pense que ce sont deux choses étroitement liées. Nous assistons à une spéculation massive et ce sont les plus pauvres des pauvres qui vont être les plus durement touchés par cela. Vous et moi dépensons jusqu'à 13% de notre revenu mensuel pour les denrées alimentaires. Pour eux, cela peut aller jusqu'à 70%. Si les prix augmentent, c'est le niveau de subsistance même qui est directement affecté. D'autre part, nous savons que là où la nourriture se fait plutôt rare, les gens ont tendance à se révolter. Cela peut parfois déclencher des émeutes très compréhensibles, que nous ne pouvons pas dénoncer, mais il faut prendre des mesures à titre préventif. Les deux aspects sont liés de très près. Nous avons assisté à des crises alimentaires et des émeutes il n'y a pas longtemps dans certains pays d'Afrique. Et nous devons être conscients du fait que ce type de déstabilisation de sociétés entières nous concerne tous. La majorité des spéculateurs ne sont pas vraiment des joueurs dans l'âme. Ils savent simplement que 2 et 2 font 4, constatent certains déséquilibres et essayent de tirer profit de cela. Dans quelle mesure les spéculateurs sont responsables de la hausse des prix alimentaires ? C'est une part très importante de la fluctuation des prix. Fluctuation ou augmentation. Les fluctuations sont dramatiques et la plupart du temps purement spéculatives. Et il y a d'autres éléments qui conduisent à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Mais la volatilité est avant tout le résultat de pratiques spéculatives. Nous vivons dans un monde dans lequel il y a énormément d'argent, de placements en tout genre, et dans le même temps, de nombreux investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle rupture du système financier. Alors ils envahissent les marchés des matières premières, résultat, les prix explosent, et c'est précisément ce qu'il faut éviter à tout prix. Vous avez mentionné les 3 secondes. Nous savons qu'environ 1 milliard de personnes à travers le monde se couchent la faim au ventre avec rien à manger. Les images diffusées par la télévision sont de plus en plus dramatiques. Désormais, c'est la corne de l'Afrique qui est touchée. Tout cela se passe donc à notre porte. Et dans le même temps, nous vivons dans une société qui n'hésite pas à jeter chaque année près de 20 millions de tonnes de nourriture aux ordures. La spéculation ne se fait pas seulement sur la nourriture, mais dans une large mesure aussi sur la terre. Ce n'est donc en rien un phénomène isolé, et nous devons l'intégrer dans le développement global des marchés alimentaires. Le président français Nicolas Sarkozy a fait de la stabilisation des prix alimentaires une priorité de sa présidence du G20. Or, ceux qui vont se réunir sont ceux-là même qui ont renfloué les banques à coups de centaines de milliards d'euros et de dollars. Vous êtes vous-même économiste. Cette bulle financière ne risque-t-elle pas d'éclater dans la mesure où rien n'a été produit en contrepartie ? Eh bien, tout d'abord, il est encourageant de constater que M. Sarkozy a contribué à faire de cette question une urgence du calendrier public et politique. Pourtant, il reste des points sur lesquels il faut travailler. Trop peu d'attention est accordée notamment à la question de la productivité, en particulier la productivité des petits agriculteurs qui doit être renforcée. Nous ne pouvons pas nous contenter de voir évoluer les systèmes agricoles les plus industrialisés. Avec 9 ou 10 milliards d'habitants sur cette planète, il est indispensable de pouvoir aussi compter sur eux.
Lorsque je travaillais au Programme alimentaire mondial, nous avons avant tout tenté d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. Et pour moi, l'argument qui consiste à dire que la hausse des prix agricoles profite aux producteurs qui peuvent ainsi vendre à des prix plus élevés, cet argument ne tient pas la route. C'est vraiment de la désinformation pour dire les choses très poliment. Nous savons que la hausse des coûts des matières premières et les prix élevés de l'énergie conduisent à une augmentation massive des coûts de production et donc à la hausse des prix de vente. Et au final, ces petits agriculteurs finissent très souvent par obtenir beaucoup moins qu'avant et sont obligés d'acheter de la nourriture parce que leur récolte est insuffisante. Ils sont les premières victimes de la hausse des prix alimentaires. Tous ces points sont encore insuffisamment traités au G20. Mais nous sommes heureux de voir que cette question trouve enfin une place à l'ordre du jour de ceux qui peuvent, par exemple, rendre la spéculation transparente, qui peuvent intervenir et qui, nous l'espérons, auront à intervenir, simplement parce qu'ils sont forcés par les populations et en raison des émeutes alimentaires qui nous concernent tous. Les produits financiers et la bourse ne sont pas tombés du ciel, ils ont été créés par l'homme. Il doit donc y avoir un engagement politique en cas de dérive. Wir haben jetzt den Konsum in den Industrieländern noch nicht so durchgenommen. Nous n'avons pas encore évoqué les habitudes de consommation dans les pays industrialisés. Il y a deux sujets controversés, celui des biocarburants, ou disons plutôt des carburants agricoles bio, ça sonne mieux, et le second est la structure même de la consommation, à savoir que pour produire 1 kilo de viande, il faut 100 voire 200 fois plus d'eau, etc. Et d'énergie ? Oui, et d'énergie par rapport à 1 kilogramme de céréales. Oui, ces deux questions sont d'une importance capitale. Notre mode de vie, nos habitudes alimentaires surtout, demandent en amont énormément de ressources, de matières premières et d'énergie. Si tout le monde sur la planète mangeait comme nous le faisons, le déficit alimentaire serait abyssal. Et puis nous sommes conscients aussi que le fait de consommer moins de viande est aussi moins nocif pour notre climat et plus respectueux de nos ressources naturelles. Pour en revenir aux habitudes alimentaires, combien de fois par semaine trouve-t-on de la viande sur la table de la famille Töpfer? Relativement peu, mais ce n'est pas vraiment de mon fait. Ma femme préfère les salades et elle est une grande fan des produits végétariens. Je suis aussi partisan de ce qu'on appelle le 100 Mile Diet, qui consiste à ne consommer que des aliments cultivés ou élevés dans un rayon de 160 km de chez soi. Mais ce n'est pas si facile à réaliser. En tout cas, nous essayons au moins de consommer les produits de saison. Et donc, à nos yeux, il n'est pas indispensable de consommer des fraises ou des produits du genre à cette époque de l'année. Klaus Töpfer, vielen Dank für Ihre Konzepte und Rezepte. Ja, Rezepte haben wir nicht mal.